Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai eu quelques demandes au niveau des commentaires donc concernant la sélection de matériel d'une chambre froide. Donc ici nous allons réaliser un petit projet. Donc nous avons ici une chambre froide négative qui est dans un supermarché. Et donc l'idée c'est de sélectionner tous les équipements qui vont composer donc le circuit frigorifique, hein. Donc compresseur, condenseur, détendeur, évaporateur, tuyauterie, petit équipement, donc filtre désirateur, voyant, électrovanne, thermostat et pressostat. Donc ici, au niveau du contexte, on a une chambre froide négative qui va donc accueillir des produits surgelés, emballés. La température de consigne de cette chambre froide est de moins 24 degrés. On se situe en Bretagne et on part du principe que la température extérieure moyenne en été est de 28 degrés. Première étape pour réaliser notre projet, c'est le bilan frigorifique. Donc nous, on va utiliser une méthode simplifiée. Donc ici, là, je vais vous présenter deux petits logiciels très simples à utiliser pour réaliser le bilan frigorifique. Il existe aussi la méthode calculateur traditionnelle que je ne vais pas aborder ici. Par contre, si vous êtes intéressé par cet aspect, vous pouvez me le dire dans le commentaire et j'essaierai de réaliser une vidéo sur cette thématique. Alors pour réaliser le bilan frigorifique, il va donc dans un premier temps falloir poser certaines hypothèses de travail. Donc là on est sur une chambre froide négative. Donc on a en présence des produits surgelés emballés. La dimension de la chambre froide, donc vous avez vu les plans juste avant, je vous les présente ici. Donc on est sur une longueur de 5,20 mètres, une largeur de 1,8 m et une hauteur de 2,8 m, ce qui nous donne un volume de chambre froide de 26 mètres carrés. Au niveau des panneaux isolants, on part du principe qu'on aura des panneaux de 150 mm. Donc dans la mesure où on est sur une chambre froide négative, l'épaisseur minimale des panneaux doit être de 150 mm. La densité d'entreposage, donc ça c'est du cours, ça correspond à la masse de denrées que l'on peut stocker au niveau de notre chambre froide par mètre carré. Donc là, on est sur du 200 kg par mètre carré. Donc en termes de surface, nous sommes à 9,3 mètres carrés. Si je fais 9,3 fois 200, je pourrais stocker 1872 kg de denrées par jour dans notre chambre froide. Donc c'est la masse que vous pourrez stocker quotidiennement dans votre chambre froide. Alors c'est une masse qui est très importante car la majeure partie des apports de chaleur sont issus donc justement des denrées. Au niveau de ces denrées toujours, on va considérer qu'on a une livraison donc par camion frigorifique, mais bien sûr les denrées sont à une température supérieure à la température de la chambre froide, donc on va considérer comme hypothèse donc que nous sommes à moins 20 en température d'entrée de nos denrées. Donc maintenant qu'on a posé nos hypothèses de travail, passons à l'action. Donc pour réaliser mon bilan frigorifique, moi j'utilise deux outils. Donc j'utilise Cool Selector de chez Danfoss, donc qui réalise des bilans frigorifiques. Et aussi j'utilise une calculette qui est en ligne, qui s'appelle Intercon. Et donc le fait de le faire sur deux outils différents, ça va me permettre de valider ma puissance frigorifique à installer. J'utilise également d'autres logiciels pour faire ma sélection de matériel. Donc Cool Selector, je viens de le dire, pour les bilans frigorifiques, mais Cool Selector, je l'utilise aussi pour la sélection du compresseur, du condenseur, de l'électrovanne, du détendeur, du filtre, du voyant liquide, etc. Enfin, tout le petit équipement est sélectionnable depuis Cool Selector directement. Frigasoft, lui, est surtout axé sur les évaporateurs, donc moi je l'utilise pour sélectionner l'évaporateur, mais on peut aussi sélectionner des groupes de condensation. Ensuite, Genetron Properties, lui, va m'aider à sélectionner le fluide frigorigène. Solken et Coolpack, lui, ces deux logiciels vont m'aider à réaliser le tracé du cycle thermodynamique, indirectement donc le choix du fluide frigorigène. Et Select 8, donc ça c'est un outil de chez Emerson
Copland, et donc lui va m'aider à sélectionner le groupe de condensation. Et donc Searle Product Selector, lui, c'est un logiciel qui va m'aider à aussi sélectionner, je crois bien de mémoire, des condenseurs et des échangeurs. Alors partons sur notre objectif, c'est de réaliser le bilan frigorifique. Donc Cool Selector et ensuite Intercon. Donc moi j'ai directement regroupé sur mon bureau les différents logiciels que j'utilise donc pour travailler et pour sélectionner mon matériel. Donc là on va travailler avec Cool Selector. Donc vous pouvez directement télécharger l'application sur votre ordinateur ou l'utiliser en ligne. Donc là, au niveau de la première page, on a la possibilité donc de sélectionner les différents équipements de notre circuit frigorifique. Nous, on va partir déjà sur le bilan frigorifique. Donc là, je pars sur une application commerciale. Donc là, je vais ensuite sur chambre froide. Et donc, j'ai l'outil de calcul des charges thermiques de notre chambre froide. Donc là, j'ai deux solutions. Soit je vais utiliser l'assistant pour définir les charges, ou soit je vais le faire de façon manuelle. Donc là, on va le faire de façon manuelle. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc ici, il y a un certain nombre de champs qu'il va falloir compléter. Donc on part déjà sur les dimensions de notre chambre froide. Donc on était à 5,2 en longueur. En largeur, nous étions à 1,8 mètres et en hauteur, on était à 2,8 mètres. Donc ça, c'est au niveau des dimensions. Donc là, on va partir sous le principe qu'on était sur des dimensions intérieures. Au niveau de la température de la chambre froide, on se rappelle, on était à moins 24. Taux d'humidité relative, on va laisser 80%. Heure de fonctionnement, donc là, on peut mettre entre 16 et 20 heures. Hein. Plus votre temps de fonctionnement sera important et plus votre machine fonctionnera longtemps. Donc là, moi, je vais partir sur 16 heures de fonctionnement au niveau de la journée. Au niveau des produits, là, on était sur du produit mélangé, congelé, emballé. Et la quantité par jour, on a dit qu'on était à 1870 kg de denrées introduites par jour. Et la température d'entrée de ces denrées, on a dit qu'on était à moins 20. Donc on a généralement l'ordre de grandeur, c'est 5 degrés. Donc les denrées sont rentrées normalement à une différence de 5 degrés. Donc si on est à moins 24 sur la chambre froide, les denrées sont rentrées aux alentours de moins 20, moins 19. Donc là, j'ai fini pour cette première partie. Au niveau de la deuxième partie ici, renouvellement d'air. Donc la température du local ici, on a dit qu'on était à 28. Enfin, on va laisser 28, c'est pas un souci. Ouverture des portes. Donc là, on est sur un supermarché, on va dire souvent. Les transferts de chaleur, donc au niveau des parois. Donc ici, on a dit qu'on était sur du panneau standard polyuréthane et qu'on était à 150 mm d'épaisseur. Et donc là, on va laisser les informations déjà pré-remplies par Danfoss. Au niveau des charges additionnelles, donc on a donc les apports par l'éclairage. Ici, le logiciel me propose 240. Moi, je vais affiner un petit peu cette proposition car j'ai un ratio en tête que j'utilise assez souvent, c'est 10 watts par mètre carré. Donc dans notre chambre froide, nous avons une surface de 9,26 mètres carrés. Donc cela fait un apport par l'éclairage de 92,6 watts. Au niveau des ventilateurs, donc je laisse la valeur proposée par le logiciel. Nous avons une seule personne qui travaille 1 heure par jour dans la chambre froide, ça me semble raisonnable. Et dans la mesure où on a une chambre froide négative, nous allons avoir donc un système de dégivrage par des résistances électriques. Donc ces résistances apportent donc de la chaleur et je laisse les données déjà complétées par Cool Selector. Donc on aura 4 dégivrages par jour d'une durée de 30 minutes. Donc vous voyez que c'est quand même assez simple. Donc je fais suivant, 2 fois suivant, et là vous voyez que j'ai la puissance frigorifique à installer. Donc là on est aux alentours de 1819 watts, soit 1,8 kW. Donc là on a calculé la puissance frigorifique avec le logiciel Cool Selector de chez Danfoss. Donc je vais confirmer cette puissance frigorifique avec un autre outil.
Donc je vais valider mon premier bilan frigorifique que j'ai réalisé avec Cool Selector avec un autre outil numérique donc qui s'appelle Intercon. Donc vous avez directement la calculette en ligne. Donc vous avez l'adresse qui se trouve ici en haut. Et donc lui, c'est un logiciel qui est vraiment encore plus simple, vous allez voir, hein, en 3 clics, on va avoir la puissance frigorifique. Donc, alors, on va répondre à différentes questions. Type de chambre froide, donc là, on est sur de la chambre froide modulaire, donc c'est-à-dire qu'on va avoir des panneaux qui vont venir s'assembler sur place directement. Là, on va choisir le type d'application, donc est-ce qu'on est sur de la haute température, donc supérieure à 15, aux alentours de 15, moyenne température 0 ou moins 20, donc là, on est à moins 20, donc nous, normalement, on doit être à moins 24, donc on va dire que c'est bon, mais on fera un petit commentaire là-dessus juste après. Au niveau du volume de la chambre froide, donc on a dit qu'on était à 26 mètres cubes. Donc là, si on veut refaire le calcul très précisément, donc en longueur, on avait 5,2, 1,8 en largeur et 2,8 en hauteur. Et normalement, il va nous corriger directement le volume. Hop, hop, hop. Donc voilà, donc là, il passe à 26,2 mètres cubes. Au niveau de l'épaisseur d'isolant, donc on a dit que c'était du 150 mm en fois négatif au minimum. La localisation, donc on est en France. Je peux choisir aussi la ville très précisément, mais bon, ça influe pas trop le calcul de puissance. Température ambiante, on va rester sur du 28. Et donc là, je fais calculer et vous voyez que j'obtiens pratiquement 1,8 kW. Alors pourquoi on a une puissance qui est un tout petit peu plus faible? Tout simplement parce que la température ici de la chambre froide est à moins 20. Si on était à moins 24, on aurait sûrement nos 1,8 kW, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, si vous voulez l'utiliser d'une façon un peu plus poussée, donc là vous avez les différents items. Donc au niveau des produits, donc conservation des produits, là si je me mets à moins 24 par exemple, est-ce que ça va changer la puissance? Je pense que oui. Et donc là, je repars sur ma sélection et vous voyez que là, je passe avec moins 24 à 1943 watts. Donc là, vous voyez que l'ordre de grandeur, malgré tout, est respecté. Donc on est sur Danfoss, donc 1,8 kW et Intercon 1,9 kW. Donc la messe est dite, on repasse sur notre PowerPoint et donc on va rester sur une puissance frigorifique qui se trouve à 1,9 kW. Donc il faudra installer tous les équipements frigorifiques avec cette puissance-là. Donc voilà pour le bilan frigorifique. Sélection du matériel. Donc là, dans un premier temps, on va sélectionner le fluide frigorigène. Donc en froid négatif, on n'a pas 10 000 solutions, on a un certain nombre de fluides frigorigènes qui peuvent convenir. Donc la liste ici n'est pas exhaustive, mais on peut par exemple choisir du R448A, du R452A, du R450A ou du R404A. Donc en Europe et en France, ce fluide est interdit, mais dans d'autres régions du monde, on peut encore l'utiliser. Donc c'est pour cela que je le mets dans la liste, surtout que c'est un fluide qui a été très utilisé en froid négatif. Donc c'est un bon indicateur de comparaison avec les autres fluides. Donc l'idée ici, c'est de comparer les fluides frigorigènes entre eux. On a différentes caractéristiques qui vont nous aider donc à choisir. Donc on aura bien sûr le GWP du fluide, le COP de l'installation, le débit massique, c'est-à-dire en fin de compte la taille du compresseur, la température du refoulement au compresseur et le prix bien sûr du fluide frigorigène au kilogramme. Donc comme pour le bilan frigorifique, il faudra dans un premier temps poser un certain nombre d'hypothèses et on va utiliser donc un logiciel pour nous aider donc à faire tous ces calculs. Alors en termes d'hypothèses, dans un premier temps, donc au niveau de la température d'évaporation, on sait que dans notre local, nous voulons une température ambiante de moins 24 degrés. La question qui va se poser, c'est quelle est la température d'évaporation? On est d'accord que dans un premier temps que la température d'évaporation est toujours plus froide que la température ambiante de la chambre froide. Donc en installation commerciale, donc en chambre froide, l'écart entre le fluide frigorigène et la chambre froide doit être compris entre 5 et 10 degrés. Donc moi j'ai choisi de façon arbitraire 8 degrés, vous auriez pu choisir 6 ou 7.
Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc si dans mon ambiance j'ai moins 24, c'est-à-dire que j'aurai mon fluide frigorigène qui sera à moins 32 degrés. Donc ça c'est pour ma température d'évaporation. Au niveau de la température de condensation, donc là c'est assez simple, je prends ma température extérieure, on a dit qu'on était à 28 degrés à l'extérieur, plus 15, et donc ça me fait une température de 43 degrés en condensation. Au niveau de la surchauffe et du sous-refroidissement, je vais prendre 5 et 5 afin de faciliter enfin, pour compléter plus facilement le logiciel qui est ici. On va négliger toutes les paires de charges du circuit, donc on est sur un petit circuit, donc il n'y a aucun souci. Et donc en termes de choix, on vient de dire les fluides qu'on va essayer de comparer pour choisir le fluide qui va être le plus intéressant pour notre installation. Donc on est parti pour utiliser Genetron Properties. Donc moi Genetron, je l'ai directement sur mon bureau comme tous les autres logiciels que j'utilise régulièrement. Donc Genetron Properties ici, qui est un logiciel de chez Honeywell, qui est un fabricant de fluides frigorigènes. Donc ici on arrive sur la page d'accueil, soit je passe à gauche, soit je passe à droite. Donc ici je vais aller plutôt sur le cycle. Et donc là j'ai différentes possibilités, soit je vais sur un cycle simplifié, un cycle de base, un cycle avec un échangeur de chaleur. Enfin, vous avez pas mal de possibilités. Vous avez même la possibilité de tracer des cycles transcritiques au CO2 ou bien de choisir aussi les diamètres de vos tuyauteries. Donc moi, je vais partir sur un cycle de base. Donc ici à gauche, vous avez le schéma de votre circuit frigorifique avec les différents points de l'installation. À droite ici, vous avez donc c'est ici qu'on va compléter le logiciel en fonction donc de nos hypothèses. Donc on va partir déjà dans un premier temps sur le 404A qui était le premier fluide de notre tableau comparatif. Donc je pars sur le 404A. Donc soit dit en passant, Genetron est très pratique car il dispose d'une bibliothèque de fluides frigorigènes qui est immense. C'est pour cela que je préfère l'utiliser. Vous avez deux autres logiciels, Solkane et Coolpack, qui font le même travail mais avec moins de fluide. Donc ici je pars sur du 404. Au niveau donc du compresseur, quelle est la puissance frigorifique? Vous vous rappelez, on est toujours sur 1900 watts. Au niveau de la ligne de refoulement ici, donc on a dit qu'on négligeait les paires de charge et la baisse de température dans la ligne de refoulement. Au niveau du condenseur, on indique ici la température de condensation qui est de 43 degrés. On l'a calculé juste avant. Le sous-refroidissement de 5. Sur la ligne liquide, on néglige les paires de charge et la baisse de température au niveau de la ligne liquide. On passe ensuite à notre évaporateur. Donc au niveau de l'évaporateur, on a une température d'évaporation de moins 32. Vous vous rappelez, on a calculé juste avant. Et la surchauffe, on a dit qu'on était à 5. Et il nous reste un dernier paramètre, donc la ligne d'aspiration qui est ici. On néglige les paires de charge et l'augmentation de la température du fluide frigorigène dans la ligne d'aspiration. Donc une fois que j'ai complété tous mes champs, je peux exécuter ici en appuyant sur le bouton Play. Et donc la magie des logiciels de calcul, il me donne directement tous les résultats. Donc pour le 404 qui est un GWP de 3943, il y aura donc un débit massique de 0,19 kg par seconde. Donc la puissance froid, c'est nous qui l'avons indiqué. Et le COP froid, il sera de 1,38. Au niveau donc des températures de refoulement aussi, on continue. Donc là, on sera sur une température ici de refoulement du compresseur. Vous voyez, outlets compresseur, 74,6 degrés. Donc là, ça, j'ai fait pour le 404. Je vais réaliser la même chose pour les autres fluides. Donc là, je garde toutes les valeurs que j'ai rentrées dans mon logiciel et j'ai juste à changer le fluide frigorigène. Donc on part maintenant sur le 448 qui est ici. Et donc là, j'ai juste à exécuter. Et cette fois-ci, il va me donner donc les valeurs
caractéristiques de l'installation avec du fluide de type R448A. Donc le R448A, il a un GWP de 1273. Il aura un débit massique, donc cette installation aura un débit massique de 0,014, un COP froid de 1,51. Et au niveau température de refoulement du compresseur, ici on sera à 96 degrés. Bien sûr, je note tout cela, enfin moi je l'ai noté sur mon tableau, vous le notez sur un bout de papier par exemple, ou pour pouvoir après centraliser tous vos résultats et pouvoir faire le comparatif. Donc là c'était pour le 48, je fais la même chose pour le 52, non c'est le B celui-là, moi c'est le A qui m'intéresse. Donc je fais exécuter, et là je me retrouve avec les valeurs, donc le GWP du R452A est de 1945, le débit massique sera de 0,019, le COP sera de 1,4 et la température de refoulement ici de 77 degrés. Je continue ici et il me restait le R450A. Donc je fais play. Vous voyez que quand on a l'habitude ça va assez vite, hein. Donc il faut le manipuler pas mal de fois, hein. Vous allez voir, vous allez créer des automatismes et vous allez être très à l'aise sur le logiciel. Donc lui, il a un GWP de 547, donc ça c'est assez intéressant. Le débit massique, il est de 0,015. Le COP froid sera de 1,56 et la température de refoulement du compresseur, 74 degrés, presque 75. Donc voilà, donc là j'ai eu j'ai eu toutes les caractéristiques de mes fluides et je retourne à mon slide. Donc j'ai centralisé toutes les informations que Genetron m'a données dans ce tableau récapitulatif. Donc pour le 404, on a un grand GWP, 3943, c'est le plus grand d'ailleurs des 4 fluides. Il a un COP de 1,38, un débit massique de 0,019, une température de refoulement de 75 et un prix public de 82 euros. Alors, en termes de GWP, donc c'est le 404 qui est le moins intéressant. Le 450, il est très intéressant, il a un très faible GWP. Le 452, lui, il a un GWP de 1945, donc lui, il n'est pas très intéressant, car lui, en plus, il va être interdit bientôt, puisqu'à partir de 2025, tous les fluides qui ont un GWP supérieur à 1500 seront interdits. Ensuite, donc ça c'est en termes de GWP. En termes de COP, donc le 450 a le meilleur COP, coefficient de performance, hein. Donc en fin de compte c'est le rendement si vous voulez. Mais bon, comme c'est supérieur à 1, donc c'est pour ça qu'on appelle coefficient de performance. Au niveau du débit massique, on voit que en fait le débit massique, qu'est-ce que ça va nous apporter comme information intéressante? Ça va être en fin de compte la taille du compresseur. Plus le débit massique sera important, plus votre compresseur sera grand. Donc le débit massique le plus faible ici, visiblement, c'est le 448 pour une même puissance, hein. Donc le 448, visiblement, a le débit le plus faible. En termes de température de refoulement, donc l'idée c'est d'avoir une température de refoulement au niveau du compresseur qui soit le plus faible possible. Et là, le 448, lui, a une température de refoulement qui est très élevée. Donc lorsqu'on est sur ces zones-là de température, là il faudra prévoir un refroidissement de culasse si on choisit le 448. Et au niveau du prix, donc là on se retrouve avec le 404, lui qui est très cher, 82 euros. Pourquoi? Tout simplement parce que le 404, lui, il est interdit depuis le 1er janvier 2020, donc il y a eu une petite inflation au niveau du prix, c'est pour cela que son prix est quand même très élevé. Le 48 est à 50 euros, c'est raisonnable, et le 450 à 44 euros. Alors maintenant, comment on va choisir notre fluide frigorigène? Alors il y a un dernier paramètre qui apparaît pas ici sur le tableau, c'est la disponibilité en matériel pour ces fluides-là. En 404A, il n'y a aucun souci, vous trouverez tous les équipements nécessaires. Donc c'est un fluide qui a été très utilisé. Mais nous, on ne va pas le prendre puisqu'il est interdit en France. Donc c'est assez simple. Par contre, dans d'autres pays, si ce n'est pas interdit par votre législation, vous avez la possibilité de l'utiliser, même si malheureusement il a un GWP élevé. Et moi, je vous conseille d'aller vers des fluides quand même de nouvelle génération qui ont des GWP plus faibles. Et donc l'idée c'est de protéger un maximum la planète. Donc le 404, nous on ne le prendra pas.
En disponibilité de matériel, le 48A, lui, il est très disponible en matériel, hein. Donc, c'est un nouveau fluide de la famille des HFO. Donc, lui, on trouve du matériel, il n'y a aucun souci. Par contre, le 452A et le 450A, eux, on a quand même un peu de mal à trouver du fluide, enfin des équipements, hein, compresseurs, évaporateurs, surtout en froid négatif, hein. Vous verrez que lorsqu'on va commencer à chercher du matériel, ces deux fluides frigorigènes, on a quand même un peu de mal à trouver des équipements. Donc en termes de choix, moi je vous conseillerais pour cette installation-là de passer avec du R448A. Alors la seule chose qu'il faudra bien avoir en tête, c'est de prévoir un refroidissement de culasse du compresseur, car là la température de refoulement est très élevée. Donc un refroidissement de culasse, c'est quoi? C'est un ventilateur que l'on va venir installer au-dessus du compresseur pour refroidir justement le fluide frigorigène qui sort vraiment à des températures assez élevées. Donc voilà, donc on a fait le choix du fluide et donc on part sur du R448A et donc pour toute la sélection de matériel qui va suivre, on va se baser sur les caractéristiques de ce fluide. On passe au slide suivant. Cette fois-ci, on va passer à la sélection du groupe de condensation. Donc là, on est sur une puissance de 1,9 kW. On a la possibilité de choisir directement un groupe de condensation, c'est-à-dire le compresseur et le condenseur. C'est vrai que sur des très grandes puissances, on va plutôt sélectionner le compresseur à part et le condenseur à part. Mais là, comme on est sur des petites puissances, on va directement choisir un groupe de condensation. Alors, au niveau des hypothèses, bien sûr, la puissance froid, bon, elle n'a pas bougé, hein. On est toujours sur du 1,9 kW. Par contre, au niveau du fluide frigorigène, donc là, on est sur du R448A, c'est le fluide qu'on vient de sélectionner. Sous refroidissement surchauffe, on reste sur 5 degrés d'écart. Donc moi, pour sélectionner le groupe de condensation, j'utilise un certain nombre de logiciels. Bitzer en particulier, donc là moi je vais vous présenter Bitzer, mais il y en a d'autres, et puis on va essayer de comparer avec les autres logiciels. Donc on aura aussi le logiciel de chez Emerson et le logiciel d'Enphos Cool Selector. Donc partons déjà sur Bitzer. Donc Bitzer ici, on est parti. Donc lorsque vous téléchargez l'application, vous avez une première fenêtre qui vient s'ouvrir qui ressemble à ça. Vous avez la possibilité de l'utiliser directement en ligne. Donc vous allez sur bitzer.com et vous allez le trouver très facilement. Donc ici vous voyez que Bitzer, lui, c'est un fabricant qui est spécialisé dans la fabrication des compresseurs, hein. Donc on peut sélectionner du compresseur scroll à vis, à piston, etc. 2 étages. Et nous on va partir directement sur groupe de condensation. Donc un groupe de condensation, je le répète, c'est directement un groupe dans lequel on va retrouver un compresseur et un condenseur. Alors, on est parti. Au niveau de la série, on va laisser standard. Alors oui, présentation générale. Donc ici à gauche, on va compléter avec nos hypothèses. Et à droite, on va retrouver donc le schéma avec les différentes températures qu'on aura indiquées ici. Et à la fin, donc lorsqu'on va faire exécuter, le logiciel, normalement, va nous proposer directement des machines avec des références. Alors on part sur le fluide frigorigène, donc R134A, on a dit que c'était pas possible en froid négatif, nous on avait choisi 48, donc vous voyez que déjà la liste elle est quand même assez limitée, hein. Donc là on va partir sur du R448A. Température de référence, donc on laisse température de rosée. Si vous voulez des explications complémentaires à ce niveau-là, je peux les apporter avec une autre vidéo. Donc mettez un des deux, ça ira, vous inquiétez pas, la différence n'est pas importante. Au niveau de la puissance frigorifique, donc là on est sur des kilowatts, donc 1,9 kW. Température d'évaporation, on est sur du moins 32. Température ambiante, 28 degrés. Vous voyez, ça se remplit assez facilement. Conditions de fonctionnement, donc là chez Bitzer, eux, vous mettent directement 20 degrés en température d'aspiration. Donc vous voyez ici, là, c'est une norme européenne qui permet justement de calculer les coefficients de performance et de pouvoir comparer entre chaque fabricant, etc. Donc, mais dans la réalité, lorsque vous avez une évaporation à moins 32, vous n'avez pas une aspiration à 20 degrés, hein. Vous avez généralement un écart de 10
Donc un réchauffement ici de 10 degrés. Donc ici je vais mettre cette fois-ci surchauffe à l'aspiration. Donc là vous voyez le logiciel me présente directement 10 degrés. Et donc vous voyez qu'en évaporation ici je me retrouve à 32 degrés et à l'aspiration 22 degrés. Donc là c'est bien. Ensuite, donc bah voilà, on a tout rempli, vous voyez. C'est très rapide. Et donc là, si je fais calculer, bingo, il me propose 4 machines. Donc vous voyez que chaque machine a sa puissance frigorifique. Et là, donc on est sur cette machine-là. Donc là, on est sur 1,43 kW frigorifique, c'est un peu faible. 1,78, on se rapproche de notre bilan frigorifique. Et 1,96 kW, et bingo, on a trouvé, hein, vous voyez, c'est assez simple. Donc là, une fois que j'ai mon modèle, donc je peux cliquer dessus. Et donc après, bon, j'ai différentes caractéristiques de mon appareil, hein, vous voyez, hein, le poids, donc vous voyez que c'est une machine quand même qui fait 121 kg. On aura vraiment toutes les caractéristiques, je ne rentre pas trop dans le détail. Hein. Vous avez les dimensions aussi de la machine, hein, vous voyez le condenseur et le compresseur. Donc ça c'est intéressant pour savoir si vous devez prévoir des choses pour l'installation, pour passer les portes ou la lever donc en terrasse, etc. Donc vous voyez à quoi ressemble la machine. Donc là, en termes de résultats, on est sur la gamme LH64E 3Y40S. Donc voilà, moi c'est celui que je prendrai pour pouvoir travailler sur notre installation. Donc ça c'est chez Bitzer. Donc vous voyez c'est assez simple. Hein. Alors juste par curiosité, je vais essayer avec du R450. Vous voyez que dans le choix de fluide, on avait le 450A. Et on va essayer, on va garder les mêmes hypothèses. Et je fais play. Regardez. Hop. Et vous voyez que Bitzer, avec du R450A, pas de groupe, pas de sélection possible. Donc vous voyez qu'en termes de choix de fluide, c'est très important de connaître un petit peu ce qui se fait un petit peu aussi sur le marché. Et moi je sais que bon, le 448, le 449 sont des fluides de nouvelle génération, mais les fabricants se sont adaptés. On va essayer le dernier, attendez, est-ce qu'il y a le 452? Non, il n'y a même pas, vous voyez. Le 404, normalement on va trouver, mais voilà. Donc le 404, on trouve encore. Donc bien sûr, c'est des machines qui ne seront pas vendues en Europe. Hein. Donc on a des pays qui n'ont pas encore ratifié le protocole de Kyoto. Donc, qui concerne donc les gaz à GWP. Donc voilà, donc au niveau de notre installation, on va partir donc sur, rappelez-vous, 2EES 3Y le 40S. Donc voilà, donc on a choisi. Alors oui, une information, un détail important, dimension, il y a les diamètres à récupérer au niveau du refoulement de l'aspiration. Donc quand on va choisir nos fluides, il faudra donc bien récupérer les diamètres d'aspiration au niveau du compresseur et de sortie du condenseur pour pouvoir raccorder donc nos tuyauteries. Donc est-ce qu'on les a directement ici? Données techniques, on doit les avoir ici je pense. Tac tac tac, oui voilà. Raccordement du conduit liquide, donc ça sera du 1,5 et ligne d'aspiration 7,5. Donc je garde la page ouverte, comme ça quand on choisira notre tube de la conduite liquide ici, on se rappellera que notre groupe de condensation sort en 1,5. Et au niveau de l'aspiration du compresseur, on est sur du 7,5. Alors passons maintenant aux autres logiciels de sélection. Donc on va partir par exemple sur Select 8, donc Emerson de chez Copland. Et on va essayer de sélectionner un groupe chez ce fabricant. Donc bon, généralement, ils ont tous plus ou moins des logiciels de sélection. Donc là, on part sur le même principe. Donc là, on a des groupes de condensation. Et là, on a un certain nombre de fluides. Vous voyez, hein, la liste est quand même assez limitée. Donc là, je peux prendre du 404, du 448. Donc nous, on va rester sur notre 448. OK. Température de rosée, donc on avait dit tout à l'heure que la différence n'était pas importante, mais si vous voulez une explication complémentaire, je suis à votre disposition. Température d'évaporation. Ah, cette fois-ci, on était... Bon, il me demande une mise à jour, c'est pas grave, je la laisse. Donc là, je vais diminuer.
et j'étais à moins 32. Gaz aspiré, on était à moins 10. Voilà. Température extérieure, 28. Besoin frigorifique, 1,9. C'est parfait. Et donc là, normalement, notre logiciel nous propose directement des groupes. Donc là, on va prendre ce groupe-là, là, le Copland Scroll. Et là, il nous propose quoi? Donc vue d'ensemble. Donc là, il nous propose la liste de la sélection, pardon, excusez-moi. Donc là, vous voyez que, bon, ils fonctionnent pratiquement tous de la même façon, hein. On complète ici la partie avec nos hypothèses. Ici, on a souvent les différents types de matériel et on a une liste avec les différents choix possibles. Donc ici, en termes de puissance frigorifique, donc je vais me baser sur cette colonne-là. Et donc, j'ai le choix entre celui-ci qui me semble bien, le MC H8ZF, ou bien celui-là. Voilà. Donc, le MC M8E, bon, il est un tout petit peu plus puissant. Et donc, peut-être que celui-ci irait mieux. Donc une fois que je l'ai, bon bah j'ai la possibilité d'avoir la vue d'ensemble. Donc là vous voyez le H8, le modèle H8, voilà à quoi il ressemble, hein. Donc ça c'est un compresseur scroll. Donc Copland, ils sont très connus pour les compresseurs scroll. Et donc on a la puissance frigorifique, les températures de fonctionnement, évaporation. Et voilà. Donc après vous avez la possibilité aussi d'avoir donc les données techniques de la machine. Et là, vous voyez que en aspiration, on est en 7/8, c'est comme pour le Bitzer, et 1,5 sur la ligne liquide. Voilà. Donc ça, c'était pour le logiciel Select 8 de chez Copland. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Chez Danfoss, on en fait encore un, et puis là, on aura bien détaillé cette partie-là. Donc Danfoss, lui, propose aussi la sélection de groupes. Donc là, on va faire groupe ici. Donc à gauche, on va choisir dans le menu groupe de condensation. Là, il nous propose compresseur sol ou bien groupe de condensation. Donc moi, je vais prendre groupe de condensation. Et on va rentrer sûrement nos hypothèses comme pour les autres. Donc alors, allez, on est parti. Puissance frigorifique, 1,9 kW. Température du point de rosée, donc ça c'est la température d'évaporation, moins 32. Donc ça c'est au niveau de l'évaporation, on est d'accord. Surchauffe utile, on a dit qu'on était sur 5. Surchauffe additionnelle, on va peut-être... oui, il y a une surchauffe additionnelle de 10 degrés. Puisqu'on était à 32, chez Bitzer on était à 32 en évaporation et à moins 22 en aspiration. Au niveau de la condensation, donc température extérieure, on reste sur du 28 degrés, sous refroidissement 5 degrés. Vous voyez qu'à chaque fois que je rajoute une valeur, hein, il met à jour la liste. Donc ici, je dois choisir par contre le fluide. Donc là, c'est à gauche. Donc là, fluide frigorigène. Alors chez Danfoss, il me propose, vous voyez, hein, c'est quand même assez limité hein, au niveau du choix. Hein. Donc là, on est sur le 448. Hein. Oui. Ah, on a le 452, hein, peut-être, on verra. Mais bon, on va rester sur le 448 cette fois-ci. Et là, et là, et là, et là, et là. Donc, il y a du rouge, il y a du rouge, du rouge, du rouge. Pourcentage correspond à la valeur maximum. Donc là, on va déjà chercher au niveau de la puissance frigorifique. Donc refroidissement en kilowatts. Donc là, oui. Vous voyez, chez Danfoss, hein, c'est pas terrible chez Danfoss. Hein. Vous voyez que d'un fabricant à un autre, on n'a pas les mêmes solutions. Donc, il nous propose... on est sur ces deux solutions-là, en fait. Hein. Soit celle-ci, avec 0,8 kW de puissance, ou soit celui-là, qui est tout de suite après, avec 2,8 kW. Donc, vous voyez que chez Danfoss, là, notre sélection, elle n'est pas terrible. Donc là, moi, je ne passerai pas par Danfoss pour ce type de matériel. Ok. Donc là, c'est pas mal. Hein. Donc vous voyez que d'un fabricant à un autre, on a quand même des différences. Juste par curiosité, je vais essayer le 452.
Et on va voir s'il me propose des choses. Ah, vous voyez que chez Danfoss, en R452, on a du matériel qui est disponible. Donc là, vous voyez, fluide frigorigène. Et là, ça correspond pile poil à notre refroidissement. Donc là, vous voyez, chez Danfoss, avec du R452, ça pourrait passer. Voilà. Donc là, nous, on reste sur du 48. Donc, on ne prendra pas du Danfoss. Voilà. Après, toute une histoire de prix. Après, vous pouvez demander de devis, comparer d'un fabricant à un autre. Donc ça, c'était pour le choix du groupe de condensation chez Danfoss. Bah, je peux aussi faire Frigabon, hein, avec le Frigasoft. Hein. Lui, Frigabon, c'est principalement un fabricant d'évaporateurs, mais il fait aussi des groupes de condensation. Donc vous voyez, vous avez toute la série d'évaporateurs ici. Et donc tout à l'heure, on va utiliser Frigasoft pour sélectionner l'évaporateur. Donc au niveau des groupes de condensation, chez Frigabon, donc ici on a un onglet Frigabon, donc Frigabon groupe de condensation. Allez, on est parti. Donc on a encore une fenêtre et on va rentrer nos hypothèses. Donc bien sûr vous pouvez créer votre dossier, hein, vous pouvez l'appeler frigoriste pour la chaîne YouTube par exemple, etc. Pour pouvoir imprimer proprement votre sélection à la fin. Donc nous on va sélectionner donc puissance frigorifique 1,9 kW. Température d'évaporation, moins 32, vous voyez c'est assez basique. Hein. Température extérieure, 28 degrés. Surchauffe, 5 degrés. Sous-refroidissement, 5 degrés. Et le fluide frigorigène, donc vous voyez que la liste est quand même assez limitée, donc on va être sur du 448. Je fais valider. Ah, vous voyez que le sous-refroidissement doit être compris entre 0 et 3 degrés. Ça, je l'ai dit dans une vidéo, pour ceux qui suivent assez régulièrement ce que je fais, c'est que le sous-refroidissement d'un fabricant à un autre n'a pas la même valeur. Donc là, vous voyez que chez Frigabon, le sous-refroidissement doit être compris entre 0 et 3 degrés. Donc là, je vais mettre 3, hein, c'est pas grave, je m'adapte. Et donc, je fais play avec ici le bouton valider. Et là, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Alors, ce qui est intéressant avec Frigasoft, avec donc le fabricant Frigabon, c'est qu'il nous donne avec son logiciel directement les prix publics. Donc là, vous voyez qu'on a pas mal de choix en termes de groupe de condensation. Hein. Donc on a la première série ici, la VGSCN 022, donc qui a une puissance frigorifique de 2 kW. Donc vous voyez que chez Frigabon, on commence à 2 kW. Donc là, ce qui pourrait aller, vous voyez que là, pour ce modèle-là, il nous demande de prévoir un ventilateur de culasse. Donc comme on est sur du 448 et que la température de refoulement est élevée, donc là on nous demande de ventiler la culasse. Donc bah on va prendre celui-là par exemple, allez hop. Et donc on va aller faire la loupe ici pour voir les caractéristiques de cette machine. Donc par contre elle coûte cher, hein, 10 000 euros. C'est prix public. Hein. Et donc là on a les caractéristiques de cette machine. Donc on retrouve nos hypothèses d'entrée. Et donc on va retrouver ensuite donc, les différentes performances, hein, la puissance frigorifique, les intensités absorbées, les tensions de raccordement des ventilateurs au niveau donc, du condenseur, les niveaux de pression acoustique, donc le niveau sonore, et le poids, donc la machine fait 140 kg. Donc voilà, et donc vous avez le prix, et puis donc vous avez la possibilité d'imprimer. Et contrairement aux autres, l'aspiration on était à 7/8 et 1/2 en liquide. Et là, par contre, on passe en 3/8. Donc voilà. Donc on revient à notre slide. Moi j'aime Bitzer. Franchement, la qualité des produits Bitzer est connue et reconnue. Et si j'avais le choix, je prendrais du Bitzer sans hésiter. Alors, donc nous, on était parti, vous vous rappelez, sur le modèle de sélection qu'on avait sélectionné, le 3Y40S, donc pour ces caractéristiques-là. Donc là, on a choisi le groupe de condensation. On est parti pour autre chose. Ah, cette fois-ci, on passe à quoi? À l'évaporateur. Donc l'évaporateur, même principe, on va utiliser le logiciel de chez Frigabon, qui s'appelle donc Frigasoft, on vient de l'utiliser juste avant. Et on va poser nos différentes hypothèses avec un S la prochaine fois. Donc puissance froid, on reste toujours sur 1,9 kW. Le fluide frigorigène, on a dit qu'on était sur du R448A.
Le delta T total est de 8 K. Donc vous vous rappelez, le delta T total, c'est la différence entre la température d'évaporation et la température du local. Donc ici, on est sur le local à moins 24, en évaporation moins 32, donc on a un delta T total de 8 K. Donc là, on va utiliser encore le logiciel Frigasoft pour sélectionner notre évaporateur. Donc j'ouvre mon logiciel, on est parti, Frigasoft. Donc cette fois-ci, on va passer par ici, donc évaporateur. Et on est parti. Donc là, on va faire de la sélection. La puissance, 1,9 kW. Température de la chambre froide. Vous vous rappelez? Moi, je m'en rappelle, c'est moins 24. Le fluide. Vous voyez que la liste est, bon, elle est un peu plus costaud. C'est pas mal pour les évaporateurs. Donc là, on est sur du R448A. Et le delta T total, vous vous rappelez, c'est 8. D'accord? Et une fois qu'on a rentré toutes ces hypothèses, on va choisir le type d'évaporateur ici en bas. Alors on a bien sûr des évaporateurs plafonniers, comme celui-ci. Donc ça c'est un plafonnier, il s'accroche sur le plafond de la chambre froide. Donc on a plusieurs modèles, hein, vous voyez. Hein. Donc moi je ne veux pas prendre celui-ci, j'aime bien les cubiques Muro. Donc celui-ci là, moi j'aime bien ce modèle-là. Bon après vous pouvez choisir des autres, il n'y a aucun souci. Hein. Donc moi je prends la série 3CA. Donc voilà, j'ai tout complété, vous voyez c'est assez simple. Hein. Et je suis parti, je valide. Et normalement, le logiciel va me proposer directement les évaporateurs. Donc là, on est sur la série 3143E par exemple. Allez, hop, on prend celui-là. Donc puissance frigorifique 1,9 kW. Le delta T total de 8. Donc le nombre de ventilateurs ici, on aura un seul ventilateur, le débit d'air, la projection, donc ça c'est la portée du flux d'air qui ira donc dans votre chambre froide, donc 14 mètres c'est bien, vous avez de la marge. Puissance maxi donc de vos ventilateurs 80 watts. Et le prix unitaire, donc c'est ça qui est bien chez Frigabon, c'est qu'il vous donne un prix, vous avez une petite idée du prix de votre équipement, donc là bien sûr ça c'est le prix public. Et donc les professionnels souvent ont 50% de réduction dessus, donc c'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Au niveau du détail, ici donc je retrouve le type de fluide, la température de la chambre froide, les différents débits, les diamètres, etc. Je cherche moi les diamètres de raccordement au niveau des tubes. Où es-tu, où es-tu, où es-tu? Peut-être qu'on va aller chercher dans les options ici. Ah ouais, donc on peut rajouter des options. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais les options c'est résistance de dégivrage. Comme on est sur une chambre froide négative, il va y avoir donc des résistances de dégivrage à l'intérieur de l'évaporateur. Donc ça on peut le rajouter sur notre liste de matériel. Moi je cherche le diamètre de raccordement. Documentation. Donc vous voyez, hein, il faut se balader un petit peu partout. Et donc le diamètre de raccordement, je vais sûrement le trouver ici sur le site de Frigabon. Donc Frigabon, Lennox, hein, c'est la même chose. C'est deux entreprises qui ont fusionné. Donc là, on va trouver normalement le diamètre de raccordement de l'évaporateur. Donc je vais le chercher, je vais le trouver, il n'y a pas de souci. On va pas perdre trop de temps sur ce détail. D'accord. Donc là, voilà la photo de votre modèle. Donc c'est le 3CA3143E. Et donc avec la résistance de dégivrage, vous êtes à 2000 €. Donc voilà, on a sélectionné notre évaporateur. Ça a été assez rapide. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Hein. On part sur un modèle 3143E. Et donc, passons à la suite. Donc là, maintenant, on va sélectionner le détendeur. Pour sélectionner le détendeur, moi j'utilise Cool Selector, même principe. Donc là on a directement la réponse, mais c'est pas grave. On est parti sur Cool Selector pour la sélection du détendeur.
Donc là, j'arrive sur la page d'accueil. Cette fois-ci, je vais aller ici, donc détendeur thermostatique. Donc à gauche, on est bien sur le détendeur ici. On va choisir le fluide 448A. Donc ANCI, c'est où? Bon, on va mettre tout, comme ça on sera tranquille. Et donc famille de produits. Donc là, on aura donc la famille des détendeurs classiques en laiton. Donc on le voit ici là. Détendeurs à égalisation interne et externe. Vous avez aussi la famille des détendeurs en inox. Et aussi une autre famille pour des détendeurs de plus grande puissance. Donc nous, on va sûrement se trouver sur la famille T2, hein, sur les puissances qu'on a là. Et le logiciel me demande donc de rentrer, comme pour d'habitude, les hypothèses. Donc on part sur du 1,9 kW. Température d'évaporation, moins 32. Surchauffe, 5. Température de condensation, on était à 43. Sous-refroidissement, 5. Voilà. Et donc là, vous voyez que le logiciel, au fur et à mesure, nous propose une sélection. Donc là, on est sur... Vous voyez que là où il y a des points d'exclamation, tous ces modèles-là sont trop faibles. Vous voyez, hein, puissance du détendeur est trop faible. Donc là, on va passer sur le premier, là, tout de suite, qui nous valide, donc le T22. Et donc, on aura donc la bonne référence de notre détendeur. Voilà. Donc ça, c'était pour le choix du détendeur. Donc on part sur un T22. Vous voyez, c'est assez simple hein, et très rapide. On continue. Cette fois-ci, on va sélectionner les tuyauteries. Donc il y a déjà la réponse, mais c'est pas grave. Hein. Donc on va encore utiliser Cool Selector et là on va mettre en place encore quelques hypothèses. Donc on part toujours sur la même puissance frigorifique, le même fluide. Quand on sélectionne des tuyauteries, il faut veiller à ce que la perte de charge soit inférieure à 2 degrés. C'est-à-dire qu'il faut que le tube ne soit pas trop petit, car si le tube est très petit en diamètre, vous allez, le fluide va frotter contre les parois, et le fait qu'il y ait une perte de pression, en particulier sur la ligne liquide, cela va créer des prédétentes et une chute de pression. Et ça, c'est pas très bon pour le bon fonctionnement du circuit. Donc perte de charge inférieure à 2 degrés. Et vitesse admissible, donc là au niveau des vitesses de circulation, au niveau de la tuyauterie d'aspiration, on va se retrouver aux alentours, il faut qu'on se trouve entre 8 et 15 mètres par seconde maximum. Donc maximum donc 15, c'est-à-dire que si vous dépassez de 16 ou 17, c'est pas un souci, mais il faut faire attention que la vitesse soit pas trop importante, car vous allez donc créer plus de perte de charge et surtout la circulation du fluide va faire du bruit dans les tuyauteries. Il faut aussi que la vitesse soit assez importante, au minimum 8, car en dessous de 8, là vous allez avoir des problèmes de retour d'huile dans l'installation. Donc l'idée c'est d'avoir une vitesse assez élevée pour que l'huile puisse être ramenée au fur et à mesure au compresseur. Et ça, c'est important de respecter cet écart. Au niveau des vitesses admissibles sur la ligne liquide, donc là sur la ligne liquide, le fluide frigorigène est à l'état liquide et donc il faut avoir une vitesse maximale de 1,5, donc en dessous ça sera très bien. Donc on va utiliser Cool Selector pour réaliser la sélection des tuyauteries. Donc là je reviens sur Cool Selector, on avait sélectionné donc le détendeur. Donc je peux faire nouveau. Je fais nouveau ici et je sélectionne des tuyauteries. Donc vous voyez que vous avez un onglet ici, tuyauterie. Et il reprend directement les valeurs que j'avais rentrées pour le détendeur. Donc ici, on était bien en puissance frigorifique, ça c'est parfait. En température d'évaporation, moins 32, température de condensation, 43. Et là, donc, je vais utiliser le type, donc le type de fluide, c'est bon. Et là, je vais donner en ANSI, plutôt en pouces, puisque nous, les frigoristes, on aime bien parler en pouces. Et donc là, on est sur la tuyauterie de la ligne liquide.
Vous voyez que c'est elle qui est en surbrillance ici sur le schéma. Et donc on a dit qu'il ne fallait pas dépasser une vitesse de 1,5 mètres par seconde. Donc là on va, et surtout aussi ne pas dépasser une perte de charge supérieure à 2 degrés. Donc là, ici, alors pour décrire un peu plus le tableau. Donc ici on a les diamètres, ici un quart, vous voyez, 5/16, 3/8, 1/2, etc. Donc ça va par ordre croissant. On a ici la chute de température. Donc cette chute de température ne doit pas dépasser 2 degrés. Donc vous voyez que plus votre diamètre sera important et moins vous aurez de perte de charge. Et plus votre diamètre sera petit, plus vous allez avoir des pertes de charge. Vous voyez qu'un quart c'est très petit, hein, c'est 6 mm de diamètre. Donc nous on ne va pas prendre celui-là. Donc on aura le choix entre du 1,5 ou bien du 3/8. Donc on peut prendre du 3/8 par exemple. Donc là les deux choix sont possibles. Donc ça c'est au niveau de la tuyauterie de la ligne liquide. Au niveau de l'aspiration, donc je fais yes et je garde les mêmes hypothèses. Et là vous voyez que en termes de diamètre il me propose directement le 7/8. Puisque là vous voyez qu'en vitesse on est aux alentours de 7 mètres par seconde. On aurait pu prendre du 3/4 aussi. Bon, 3/4 c'est un diamètre qu'on n'utilise pas trop, hein. Donc 7/8 ça peut être bien. Là on est aux alentours de 8, hein. On doit être entre 8 et 15, vous vous rappelez. Au niveau de la perte de charge, vous voyez qu'on est à 0,2 de perte de charge, degrés. Donc on peut prendre le 7/8, il n'y a aucun souci. Et en plus c'est le raccordement de notre aspiration du compresseur ici. Après c'est vrai que je n'ai pas relevé le diamètre de raccordement sortie vapo, mais bon je pense qu'on est sur du 7/8 aussi. Donc, mais l'idée quand même c'est d'avoir des diamètres qui correspondent pour chaque équipement et pour faciliter la pose du matériel, tout en respectant bien sûr les contraintes de vitesse et de perte de charge. Donc voilà, on a fait la sélection des tuyauteries. Vous voyez que c'est très simple. Donc on n'a pas fait le refoulement. On n'a pas fait le refoulement ici, tout simplement parce que ça c'est dans le groupe de condensation bitaire, hein. Il n'y a pas besoin de le calculer. Par contre, si vous choisissez un compresseur seul et un condenseur seul, là il faudra donc réaliser la sélection de la ligne de refoulement. Donc voilà, on a réalisé avec Cool Selector la sélection des diamètres de tuyauterie. Donc là on est sur l'aspiration à 7/8 et sur la ligne liquide 3/8. Donc il nous reste les petits accessoires, donc le filtre déshydrateur et voyant de liquide. Donc on garde les mêmes hypothèses et on part sur Cool Selector. Et je vais vers les filtres déshydrateurs ici. Donc nous c'est un filtre déshydrateur sur la ligne d'aspiration, on est d'accord? Enfin sur la ligne liquide, pas sur la ligne d'aspiration, puisqu'il existe plusieurs types de filtres. Donc je vous renvoie à la chaîne YouTube si vous avez un doute sur cette question-là. Mais par contre, nous, on va prendre un filtre déshydrateur classique sur la ligne liquide. Et donc, nous, on va prendre un filtre de la série DCL. Donc, c'est la série la plus connue chez Danfoss. Et donc, dans la mesure où j'ai fait nouveau, il m'a remis directement toutes les hypothèses de travail. Donc, ça ne change pas. Et donc, là, il me propose directement un filtre de type DCL 032 ou 032S, un des deux. Voilà. Donc c'est assez simple. Vous voyez que pour sélectionner le filtre déshydrateur, en 3 clics, c'est réglé. De la même façon pour le voyant liquide, cette fois-ci je viens ici, voyant liquide. Excusez-moi, j'étais peut-être un peu trop vite. Donc je refais. Donc pour le voyant liquide, je viens ici. Et donc on arrive sur cette page et là on va pouvoir sélectionner notre voyant de liquide. Donc ici on partirait sur du R448 toujours. On a plusieurs modèles de voyants liquides, donc on a ceux qui s'incrustent directement dans l'installation ou ceux qui sont abrasés ou adjuvés. Donc là nous on pourrait par exemple partir avec du SGP6S par exemple ou du 10S aussi, ça pourrait aller, il n'y a aucun souci puisque notre ligne liquide est en 3/8. Donc on a sélectionné notre filtre déshydrateur et le voyant de liquide. Donc on a bien avancé, on n'est pas loin de la fin de la sélection. Il nous reste donc l'électrovanne, donc toujours sur Cool Selector avec nos hypothèses. Donc l'électrovanne, même principe, je reviens sur Cool Selector.
Je fais nouveau et cette fois-ci vous voyez que j'ai l'électrovanne ici. Donc là on me met directement les hypothèses de travail. Et donc là, chez Danfoss, par exemple, nous on va utiliser la référence EVR V2 qui est très bien. Hein. Et donc là, par exemple, on aura le choix entre la EVR 3 V2 ou bien la EVR 2 V2. Donc la différence entre les deux se trouve surtout au niveau de l'autorité de la vanne, le KV. Donc là, je ferai peut-être une vidéo un peu plus tard sur cette thématique. Donc, mais en tout cas, les deux vannes ici sont possibles, les deux choix sont possibles. Donc on vient de choisir l'électrovanne, on choisit donc la EVR 3 V2. Et enfin donc il nous reste à sélectionner les pressostats, donc HP et BP, et bien sûr le thermostat électronique. Donc on est parti pour une sélection encore sur Cool Selector. Donc là on fait nouveau. Donc pour les pressostats, appareil de sécurité. Donc ça c'est plutôt dans capteur et pressostat. Donc ici. Donc là on va partir sur les pressostats. Et donc voilà, il nous propose directement en fonction de nos données ici qu'il a déjà enregistrées, donc des pressostats, high pressure, donc le KP5 par exemple pour le pressostat HP, et le KP1 par exemple pour low pressure, pour le basse pression. Voilà. Donc après vous avez la possibilité de choisir aussi le HPBP, enfin le pressostat combiné. Donc vous voyez, vous avez pas mal de choix. Donc là il n'y a pas de choix complètement vrai ou faux, quoi. Il y a pas mal de possibilités. Donc là moi je prendrais le KP5 et le KP1. Donc ça c'est pour les pressostats. Et pour le thermostat, donc là on revient ici, je fais nouveau et je viens ici, donc thermostat, donc c'est dans régulateur ici. Et donc je vais passer sur un régulateur qui est de type régulation de meubles par exemple. Il n'y a aucun souci à ce niveau là. Et donc le premier par exemple, le EKV. Là on est sur des petites installations, il n'y a aucun souci. On peut utiliser le thermostat de type EKC202A. Donc là vous voyez, vous avez pas mal de choix après en fonction des options que vous allez avoir. Par contre il faut juste vérifier que c'est un régulateur qui prévoit aussi la fonction dégivrage. Donc là on va essayer de jeter un petit coup d'œil, on va checker ça. Donc on va voir les documents. Donc là le logiciel est en train d'ouvrir la page de la documentation du EKC 200A. Donc instruction, guide. Donc là on va partir sur guide d'installation. Bon, on va partir sur celui-là. Allez. Bon, c'est très bien fait. Vous voyez que du logiciel, on bascule directement sur Internet avec du PDF. Et donc là, sur le 202A, est-ce qu'il a la fonction dégivrage? On est là. Et voilà, oui. Donc il a, vous voyez, il a la fonction dégivrage ici. Donc le 202A, il a bien la fonction dégivrage. Ok. Donc voilà, donc on a bien avancé. Donc bravo à vous si vous avez tenu jusque là. Donc là, au niveau des pressostats, on a dit qu'on prenait un KP5 et pour le HP et un KP1 pour le BP. Et pour le thermostat électronique, donc on prend un 202A avec l'option dégivrage. On vient de vérifier qu'on avait bien l'option dégivrage avec ce modèle-là. Donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ces explications vous ont été profitables. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!